On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast avec Sandra Viricel. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors là, on a l'inconvénient d'être en audio parce que c'est du podcast, mais quand je mettrai votre photo pour accompagner l'épisode, tout le monde vous reconnaîtra. Ah, parce que, peut-être. Enfin, ceux qui regardent l'M6 et recherchent appartement, mais non. Voilà. Et effectivement, votre visage est loin d'être inconnu aux gens qui ont vu ne serait-ce qu'une seule fois une des émissions de M6. J'ai envie de vous demander, avant qu'on aborde le questionnaire proprement dit du bonheur c'est les autres, j'ai envie de vous demander votre profession d'agent immobilier. On a dû vous le poser 22 000 fois et vous venez de sortir un livre qui s'appelle, rappelez-nous le titre. Les secrets d'une agente. Voilà, le secret d'une agente, vous l'avez bien mis au féminin. C'est une vocation ou c'est comme ça par accident, les accidents de la vie? Parce que je crois qu'au début de votre vie, ça a été un peu galère. Vous avez été obligé d'arrêter vos études et du coup vous étiez parti dans le commercial et je crois dans l'optique. Ouais. Mais en fait, vous êtes rapidement, au bout de quelques années, arrivé dans l'immobilier. Donc c'était une vocation ou c'était... Alors, à la base, non, c'était pas une vocation, c'était une envie, on va dire. Et puis, j'ai découvert un métier passion en faisant le métier d'agent immobilier. C'est pas facile au début parce qu'il a fallu apprendre les codes et toute la technique et tout l'aspect, je dirais, du métier dans sa globalité, que ce soit juridique. Puis un environnement commercial assez dur parce qu'à l'époque, à 20 ans, c'était une concurrence féroce. Voilà, on bossait moins ensemble. C'était vraiment chacun de son côté avait ses mandats, ses ventes. Et puis, c'était un monde très concurrentiel. Et donc, il a fallu que j'apprenne les codes du métier. Et puis, petit à petit, c'est devenu un métier un métier passion. Voilà, c'est vraiment le mot, parce que accompagner les gens dans leur recherche parce que je fais beaucoup de résidences principales, donc finalement, j'interviens beaucoup dans le quotidien des Lyonnais, on va dire. Du coup, la recherche de la résidence principale, c'est vraiment un moment important dans une vie, où la vente d'un bien aussi, c'est souvent des périodes qui sont compliquées, parce qu'il y a des déménagements, c'est des changements de vie, des changements de situation. Et c'est vrai que le rapport humain, le rapport commercial et puis l'aspect technique de l'entrepreneuriat en général. J'ai lancé ma propre société quand j'ai démarré. Tout ça, fait que ça fait 20 ans que j'y suis et j'ai pas l'intention d'arrêter. Et vous l'avez dit dans votre explication, vous êtes de Lyon, lyonnaise, Ouais. et on le voyait effectivement dans les émissions avec Stéphane Plaza sur M6. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment, il y a comment il s'appelle, Bernard Lavilliers qui disait on n'est pas d'un pays mais on est d'une ville. Ouais. Et vous êtes c'était un Stéphanois. Alors les Lyonnais, les Stéphanois, ça. C'est surtout le foot. Hein. Oui, non mais je plaisante. Mais effectivement, Bernard Lavilliers disait ça. Donc on est d'une ville avant d'être d'un pays. Et vous, c'est vraiment votre cas. Alors moi, j'adore ma ville. Ouais, effectivement, je suis née à Lyon. Je suis née à Lyon 7e, pour être exact. Ouais. Du coup, c'est vrai que moi, c'est ma ville. J'adore parce que à la fois elle est belle, elle est facile puisque ça reste une grande ville. On a accès à tout, mais en même temps, c'est une petite ville. Il n'y a pas un jour où je croise pas quelqu'un quand je me balade dans les rues de Lyon que je connais. Donc c'est ça qui est sympa. Et en même temps, on a 2 heures. On est à 2 heures de Paris, 1 heure de Genève. La montagne est à portée de main, la mer aussi. Enfin, donc c'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup d'atouts et a un gros attrait économique puisque c'est une ville qui est très dynamique. Et je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime autant parce qu'il fait bon y vivre et en même temps on a une vraie dynamique de ville et un vrai tissu à la fois entrepreneurial et aussi industriel, ce qui est assez rare aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'adore ma ville. Voilà. C'est votre capitale à vous et c'est pas totalement faux puisque ça a été la capitale des Gaules. Ça a été une capitale à un moment donné et, sous le nom de Lugdunum à l'époque il y a bien longtemps. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir pour ce podcast. Avec plaisir. Et donc on va attaquer le questionnaire. Donc quand je vous ai sollicité, on s'est vu sur un salon il y a quelques jours. Je vous ai sollicité parce qu'il me semblait qu'effectivement la profession d'agent immobilier dans mon esprit, je l'ai été un tout petit peu par accident, mais je vous expliquerai après en off. Mais il me semble que c'est quelque chose qui est extrêmement tourné vers les autres et vous apportez du bonheur. Donc en fait le bonheur c'est les autres, qui se voulait une réponse à Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Je pense que vous correspondez aux deux choses, c'est-à-dire à la fois apporter du bonheur et en même temps vous êtes tourné vers les autres. Votre profession elle ne se comprend pas si vous n'êtes pas au service des autres. Et pour vous avoir vu maintes et maintes fois sur M6, j'ai vu à quel point vous étiez tourné vers les autres et à quel point vous étiez dans la bienveillance, tout simplement. Voilà. J'essaye, effectivement. Voilà. Et ça se traduit sur votre visage parce que, encore une fois, nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez le même sourire qu'on vous voit à la télé, c'est-à-dire... c'est la marque de fabrique. Voilà.
Donc la première question, j'ai envie de vous demander à brûle pour point comme ça, spontanément, c'est tout simplement, on va aller directement au sujet. C'est quoi pour vous le bonheur? Ça s'exprime comment? C'est quelle définition vous donneriez du bonheur, de votre bonheur à vous, hein, Alors c'est quoi le bonheur pour moi? En fait, je pense qu'il faut pas avoir une quête du bonheur. Il faut le trouver dans tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que prendre du plaisir quand on travaille, apprécier les moments simples de la vie quand on est en famille ou avec juste son mari ou ses enfants, aller apprécier prendre un café, prendre le temps de s'asseoir 5 minutes. Je trouve que la vie c'est ça, et on est tous en quête un peu de choses extraordinaires pour être heureux. Et en fait, la vie elle mérite d'être vécue. Donc tant qu'on n'est pas malade, qu'on n'a pas de gros soucis, en fait tout va bien. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que moi je suis un peu partisane du bonheur dans le quotidien. C'est-à-dire que pas la peine d'aller chercher des trucs de dingue. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps, hein, ou se mettre des objectifs, parce que je suis madame objectif moi. Hein, donc voilà. Je me mets toujours des petits objectifs à atteindre pour me motiver le matin, mais prendre du plaisir à prendre un moment avec son équipe, déjeuner ou passer un petit moment avec des clients dans un contexte un peu différent que quand on est dans la relation commerciale. C'est des petits bonheurs simples comme ça, des moments du quotidien qui font que la vie elle est cool et qu'elle mérite d'être vécue, quoi. Voilà, moi c'est ça le bonheur. Alors est-ce que votre bonheur il passe, alors c'est un des éléments de motivation, mais j'imagine que c'est pas le seul, comme je l'ai dit, c'est le fait de gagner de l'argent, parce que l'argent est important dans l'immobilier. Alors je suis pas philanthrope, hein. C'est une question qui revient régulièrement et j'imagine que vous y répondez aussi très souvent. Mais au-delà de ça, je pense que vous êtes dans une ville, la capitale de la gastronomie en France. Ouais. Donc j'imagine que aussi le bonheur passe par le gustatif, par le fait d'aller dans des bons restaurants. Voilà, j'ai oublié une étape. Pour moi aussi, recevoir, être avec des amis autour d'une table, c'est une partie du bonheur de la vie, enfin de mes plaisirs, je dirais, du quotidien. Et oui, la table, moi je suis une assez bonne mangeuse, ça se voit d'ailleurs. Mais revenons par contre, revenons à la question de l'argent. L'argent, c'est un élément de motivation. Oui, bien sûr. C'est une quête ou non, c'est pas une quête. Je pense que c'est essentiel. Malheureusement, dans la vie, on a besoin de tous un peu d'argent. Plus on en gagne, plus on a accès à certaines choses. Voilà. Après, c'est pas un confort, voilà, ou des voyages ou des plaisirs un peu différents. Moi aussi, j'aime les belles choses, j'aime les sacs à main. Ça, je pense que c'est pas passé inaperçu. Comme j'aime la télé, mais pas les mêmes. Ouais. Mais j'aime ces plaisirs et ça, je dirais, c'est une clé, un accès à certaines choses. Après, c'est pas une fin en soi. Pour moi, je fais pas mon job pour l'argent. Je le fais parce que j'ai besoin de gagner ma vie, forcément, hein, comme tout le monde. Mais je suis pas en quête du toujours plus. Je suis en quête du mieux. Voilà. C'est tout. Après, je pense que je ferai mon métier. Enfin, la commission pour moi, c'est pas. Je suis pas en quête de la grosse commission. S'il faut que je fasse un effort sur moi, comme je le ferai systématiquement pour satisfaire un client. Voilà, il y a aussi cette notion de. C'est pas la commission ma fin en soi quand je fais mon métier le matin. C'est satisfaire mon client, trouver ce qui lui correspond et bien sûr. À l'issue de ça, forcément, tout travail mérite salaire. Il y a ma commission qui est à la clé parce que c'est ce qui me fait vivre. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je vois l'argent. Et c'est sûr qu'on a connu des années très fastes. Et dans le métier de l'immobilier, on connaît aussi des années moins fastes, comme on vient de les rencontrer ces 3 ans. Donc c'est clair que parfois on gagne plus d'argent, parfois on en gagne moins. Personne n'est venu frapper à ma porte en me disant « Oh là là, ça doit être difficile pour toi en ce moment ». Personne. Par contre, quand ça allait bien, tout le monde me disait « Oh, ça va, hein, l'immobilier en ce moment, tout va bien ». Donc ces cycles-là, on s'y prend aussi en boomerang systématiquement. Donc c'est pas un métier simple, le métier d'agent immobilier. Parfois, on le voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est super. Oui, mais c'est beaucoup d'investissement, c'est des hauts et des bas permanents, c'est une remise des compteurs à zéro tous les mois. Et c'est pas simple psychologiquement ni d'affronter tout ça au quotidien. On a souvent l'image de l'agent immobilier avec sa voiture, son machin. Mais non, c'est pas ça, l'agent immobilier, c'est bien plus que ça. C'est parfois des périodes très dures, comme ce qu'on vient de vivre, des périodes de réadaptation, de remise en question, de concession, parce que quand on gère une entreprise comme moi, il y a des fois, il n'y a pas assez d'argent rentré, donc qu'est-ce qu'on fait comme pub, qu'est-ce qu'on fait comme investissement, est-ce qu'on peut les faire, est-ce qu'on garde ses salariés, tout ça c'est des questions qui sont importantes et que tout chef d'entreprise a et ça fait partie des risques à la fois d'entrepreneuriat et de l'immobilier. Donc voilà, les choses sont pas toujours roses quand on fait notre métier. Et alors qu'est-ce que avant d'aborder la deuxième question, que vous a apporté en bien ou en mal, sinon la célébrité, du moins la notoriété, c'est-à-dire est-ce que le bilan est globalement positif après toutes ces années? Parce que je me souviens d'une interview où vous disiez j'ai pas compris pourquoi M6 est venu me chercher, il y avait un casting, etc. En fait, finalement, dans cette émission, il y a eu beaucoup d'agents immobiliers. Il y en a que quelques-uns qui ont vraiment imprimé. Il y en a 2-3. Il y a vous, il y a Thibaut Chanel, il y en a un ou 2 autres. Mais tout le monde n'a pas imprimé la rétine et le cœur des gens. Et donc,
vous, quand vous me disiez tout à l'heure, quand je me balade dans la rue, les gens me parlent, je connais des gens, etc. Mais est-ce que le bilan, il est plutôt positif de la notoriété ou il est plutôt, il est mitigé? Moi, je dirais qu'il est même que positif. Ouais. Voilà, parce que c'est une notoriété bienveillante. C'est pas quelque chose qui pollue mon quotidien. C'est vraiment que de la bienveillance. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Forcément. Je me prends quelques directs ou quelques gauches, mais et surtout sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Oui, bah c'est toujours tellement simple, voilà. Les haters, oui. Ouais. Mais après, chacun a le droit de s'exprimer, hein, donc il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est essentiellement que des choses positives. Après, je pense que, comme vous disiez, il y a des agents qui sont restés dans le cœur des gens. Je pense que c'est aussi qu'ils ont vu qu'on était sincère et vrai quand on fait notre métier. C'est-à-dire que souvent, la première réflexion qu'on me fait, oh là là, vous êtes exactement comme à la télé, parce que on n'est pas en train de jouer un rôle, même quand on fait notre métier à l'écran. Et en fait, on fait comme on fait au quotidien avec n'importe quel client. Alors parfois un investissement un peu plus poussé parce qu'on a un timing qui est serré, qu'il faut réussir l'émission, mais on est exactement les mêmes à la ville qu'à l'écran. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait qu'on a cette bienveillance dans notre notoriété quand les gens nous croisent. Voilà. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, si je vous demande de vous replonger dans votre enfance, quel souvenir heureux vous arrive spontanément, hein? Vous aviez des frères et des sœurs? Ouais, on était 3. Je crois que c'est les moments en famille. Alors moi, je suis espagnole, voilà, tout le monde le sait maintenant. Et donc du coup, c'est espagnol ou d'origine espagnole? Ouais, mes deux parents étaient espagnols. Et ils ont immigré en France. Et du coup, je crois que mon meilleur souvenir, c'était les soirées d'été où on allait faire un peu des manèges en famille. Et derrière, c'était forcément la glace en se baladant en fin de journée. Et c'était des moments magiques. Et puis, toujours se disait des moments simples, mais qui restent gravés parce qu'on est tous en famille. Et c'est des moments de partage où on rigole. Voilà, on discute. Non, c'était à Alicante, en Espagne. Ouais. C'était un peu Michel Jonas, mais en Espagne, quoi. Les glaces à l'eau. Voilà. Et les manèges aussi, un peu. Les manèges. Faut pas oublier les manèges. Les manèges d'Alicante. Je sais pas si vous avez le temps avec votre emploi du temps d'agent immobilier, puis entre le fait de manger, de rencontrer vos amis, etc. Si vous avez le temps de lire, si vous avez le temps d'aller au cinéma, si vous avez le temps d'aller au théâtre, etc. Mais si je vous demande quel est le livre, ou bien le film, ou bien la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, s'il y en a un, et lequel? Je crois qu'il y a alors je me rappelle plus le titre, puisque je suis un peu la mémoire d'un bulot pour ces trucs-là. C'était un film de Clint Eastwood, je me rappelle plus lequel. Sur la route de Madison? Alors, celui-là, je l'adore. Ouais. Mais c'était un autre, un de ses livres, non pas Grand Torino, celui d'avant. Je suis nulle pour les titres. Ouais. Mais c'est un de ses films comme ça, où c'est l'histoire. On peut dire Clint Eastwood en général. Ouais, j'adore ce film en règle générale. C'était l'histoire, mince, je me rappelle plus du titre. Mais bon, par exemple, c'est un peu du style de Grand Torino où on verse la larme forcément. Moi, j'ai la larme facile en plus. En fait, je trouve qu'il a toujours cette lecture des gens dans l'intimité et dans le sentiment profond. Et il arrive à retirer quand on regarde ces films, c'est toujours d'une très grande profondeur. Et puis c'est souvent dans la pudeur ou dans les non-dits ou le silence. Voilà. De quoi ne voudriez-vous jamais vous passer dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? Ma famille. Votre famille. Oui. Votre mari, vos enfants, vous avez plusieurs enfants? J'ai un enfant et un beau-fils, ouais. D'accord. Et donc la famille, c'est essentiel pour vous. oui, pour moi, c'est primordial. Comme d'ailleurs, j'ai remarqué beaucoup d'Espagnols. C'est-à-dire l'espagnol, la vie familiale est une oui, et puis alors nous, en plus, en tant qu'émigrés, mes parents, c'était vraiment notre cocon, c'était notre famille, parce que l'essentiel de la famille était en Espagne. Voilà. Et on reproduit ça. Et puis oui, voilà, tout ce qu'on fait, on le fait pour notre famille la plupart du temps. Enfin, pour les siens. Alors, je vais pas du tout vous demander si vous avez une pratique religieuse ou autre, parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est de l'ordre de l'intime. Mais par contre, j'aimerais bien vous interroger sur votre rapport à la spiritualité, et au-delà de ça, votre rapport, si vous en avez un, avec vos disparus, vos chers disparus, les gens qui ont, je sais pas, vos grands-parents, est-ce que vous y pensez souvent? Est-ce que vous les rencontrez souvent dans vos rêves? Est-ce que des fois vous dialoguez même avec eux ou pas du tout? C'est pas du tout votre tasse de thé? Alors, je parle pas de faire tourner les tables. Non, mais j'imagine, mais j'allais pas y venir à ça de toute façon parce que j'y crois pas trop.
Alors, je pense que c'est plutôt un peu comme des anges gardiens, voilà. Ouais. Après, je sais pas. Alors moi, j'ai perdu mes grands-mères, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu des cousines et des oncles aussi de maladie, et c'est vrai que j'ai une pensée pour eux, surtout ma grand-mère et mon papa. Mais c'est plus, voilà, je pense, s'ils sont là, qu'ils nous voient, qu'ils prennent soin de nous, qu'ils nous surveillent, mais c'est pas du tout le côté spirituel ni religieux. Je suis pas là-dedans du tout. Alors j'étais élevée en tant que bonne catholique, etc., parce que je suis espagnole, voilà. Mais alors, je pense que la foi, c'est plus la foi en l'autre qu'en un vrai Dieu. Enfin voilà. Après, j'ai pas cette preuve de l'autre. Enfin voilà, je rentre pas là-dedans, on va dire, mais oui, comme si j'ai perdu ma belle-sœur aussi. C'est l'idée, c'est d'avoir des gens au-dessus de nous qui nous surveillent et qui prennent soin de nous, quoi. Mais on parlait tout à l'heure de vos motivations en tant qu'agente immobilière, parce que je reprends cette terminologie agente immobilière. Je trouve pas ça très gracieux, mais c'est malgré tout le terme. Moi, j'aime bien mettre au féminin des mots, pas tous d'ailleurs. Il y a des mots qui ne vont pas du tout au féminin, mais c'est comme ça. Mais on parlait des motivations, et donc du coup, votre papa, par exemple, que vous avez perdu, je sais pas, vous l'avez perdu il y a longtemps Non, il y a pas très longtemps. D'accord. Mais est-ce que vous, des fois, ça fait partie des motivations de vous dire, j'aimerais qu'il soit fier de moi, de là où il est, qu'il me voit ce que je fais, etc. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis une des plus grandes leçons que j'ai appris avec le décès de papa et puis de certaines personnes qui me sont très proches, c'est que la vie elle est courte et que aujourd'hui tout va bien et demain on sait pas. Voilà. Enfin voilà, on peut sortir de cet entretien, il peut se passer un truc grave et puis non, il se passera rien. Oh non, tout va bien. Mais ce que je veux dire, non, il se passera rien. Je suis d'accord avec vous. Parce que vous êtes aussi superstitieuse comme les Espagnols. Non, pas trop. Non, pas du tout. Ah, bon. Non, mais par contre, j'ai appris que voilà, aujourd'hui tout va bien et puis il y a un simple coup de fil, la vie peut s'arrêter et se transformer en cauchemar. Donc il faut se dire que tout ce qu'on doit vivre, il faut le vivre maintenant. Vous me parliez de la quête du bonheur tout à l'heure, et c'est un peu ça. C'est une des grandes leçons que j'ai appris avec mon père, c'est que tout ce qu'on doit faire, faut le faire maintenant et pas après. Repousser à plus tard. Voilà. Alors maintenant, ça va peut-être vous paraître un peu décousu, mais tout ça, ça construit en fait un profil général sur votre perception de la vie, du bonheur et du rapport aux autres. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez ou le mot auquel vous pensez là instantanément alors qu'on se parle? Alors, le jour où j'étais une interview, j'ai pas pu en parler. En fait, dans la vie, je pense qu'il faut vivre à sa vie avec ces deux mots. C'est pas un, mais c'est passion et courage. Voilà. Passion et courage. L'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Parce que pour vivre de ses passions, pour être passionné dans la vie, il faut souvent être courageux parce que c'est pas forcément simple et d'assumer ses choix, ses envies, etc. Et ou les imposer aux autres parce que parfois on a envie de faire quelque chose et ça plaît pas à son entourage ou ça plaît pas à certaines personnes et puis du coup faut être courageux pour assumer ses envies. Et pareil quand on aime avec passion, que ce soit sa famille, ses amis ou qu'on aime faire des choses, et faut être courageux pour affronter quand ça va pas et quand voilà. Donc je trouve que les deux sont difficiles à dissocier parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors vous parliez d'amour, effectivement, l'amour pour vous c'est forcément passionnel ou il y a quand même à un moment donné il faut qu'il y ait de la raison parce qu'on voit que vous êtes quand même quelqu'un de très très rationnel. Très structuré mentalement, c'est pas un reproche, au contraire. Mais du coup, est-ce que ça s'oppose pas au fait de l'amour passionnel en général? C'est quelque chose qui dure pas trop dans le temps? Alors, je dirais c'est pas l'amour passionnel dont je parle, parce que moi je suis pas, j'ai un amour plutôt rationnel, mais je trouve que c'est de vivre les choses entièrement qui est important. Il y a beaucoup de gens qui sont pris dans leur quotidien, qui prennent pas le temps d'apprécier, c'est ce que je dis, ou de faire les choses, ou de remettre toujours à plus tard. Hier, j'étais avec quelqu'un qui me dit « Oh Sandra, t'as sorti ton livre. Ça fait des années, j'ai écrit le mien, j'ai jamais osé le faire. » Je lui dis « Mais pourquoi S'il est écrit, pourquoi? C'est quoi le risque? Que ça marche pas? C'est pas grave. C'est au moins elle le fait et il attend pas dans un placard. Je lui dis « Faut pas avoir de regrets dans la vie. C'est important de le faire, les choses, si on a vraiment envie de les faire. » Et je lui dis « Lance-toi, c'est le moment. Si t'es prête, vas-y. N'attends pas, au contraire. » C'est peut-être demain une future carrière d'écrivaine qui va s'ouvrir. Elle a écrit un roman, il est dans un placard. Je trouve ça tellement dommage. Voilà. Ça, c'est ma façon de vivre intensément. En gros, je résume. Voilà. Alors attention, je suis la plus plan-plan de la terre, mais ça c'est pas contradictoire. Voilà. Faut être plan-plan et. Mais faut avoir des projets, c'est important.
Est-ce que vous avez tendance à douter souvent dans l'existence? Est-ce que le doute fait partie vraiment de votre caractère ou pas? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous, plutôt des autres? Alors le doute, je pense que c'est important parce que ça permet de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Avoir des doutes, c'est pas négatif. Il faut pas qu'ils soient annihilateurs ou qui prennent trop de place et vous empêchent d'avancer en fait. Je trouve que souvent quand on doute, c'est là où le courage intervient, c'est d'avoir le courage de dire bon allez, ok, j'ai analysé la situation, j'ai des doutes. Les doutes, ça permet de se poser les questions et de se dire est-ce que j'y vais, quelles vont être les conséquences, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est voilà, tout ça c'est normal, c'est des questions qui sont importantes de se poser. Puis à un moment, il faut dire allez, go, je me suis posé toutes les questions, j'ai calculé le plus, le moins et j'y vais quoi. Est-ce que j'ai plus de positif à tirer de la situation ou pas? Et je pense que c'est ça, il faut pas qu'il soit qui vous empêche d'avancer. Et est-ce que vous, à un moment donné dans votre carrière, vous avez souffert de moi ce que j'appelle, alors pour le coup on parlait de féminisation des mots, je parle de syndrome de l'impostrice. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez beaucoup, oui, vous avez, vous avez. En fait, j'ai toujours eu cette impression que de pas avoir de recul. Alors, j'ai peut-être pas assez de recul sur la quantité de travail que je fais, sur tout ça. En fait, je suis tellement la tête dans le guidon que à un moment, je relève la tête et puis tu te dis ah mais oui, mais je suis là, mais pourquoi ils me disent ça et pourquoi ce serait moi et ce qui fait que c'est moi et pas une autre, voilà. Et ça, je pense qu'on le ressent tous, le syndrome de l'imposteur, même à des moments quand on vous parle d'expertise, au début, dans ma carrière, j'étais un agent immobilier qui démarrait dans la vie. J'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais à un rendez-vous, etc. Et donc, du coup, quand on vous positionne parfois en tant qu'expert, faut être sûr de ce qu'on annonce et de ce qu'on fait. Et le temps de l'apprentissage, on a beaucoup ce syndrome qu'on n'est pas à sa place, en fait. Et c'est plus de mériter ce qui nous arrive, souvent le syndrome de l'imposteur, ou de pas avoir les capacités, mais ça c'est pareil, c'est du doute, hein. Ça, on revient au doute, et doute de qui on est, de ce qu'on représente, et de ce qu'on dégage, et de ce qu'on est capable de faire. Et je pense que c'est toujours pareil. Alors moi j'ai un peu un caractère un peu fonceur, donc c'est ce qui fait que j'y vais quand même. Voilà, et puis je dis advienne que pourra, au pire des cas tu prendras une claque et puis tu reviendras là où t'étais, c'est pas très grave. Voilà, mais faut avoir cette capacité de passer outre. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Le syndrome de l'imposteur, c'est toujours des choses qui vous tirent vers le bas, en fait. C'est facile à dire quand je parle comme ça, mais j'ai eu comme tout le monde plein de moments où j'aurais pu faire mieux, j'y suis pas allée, quoi. Mais dans la règle générale, j'essaye de toujours continuer d'avancer. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Je sais pas, il y en a qui sont rédhibitoires. Déjà, commençons par ceux qui sont rédhibitoires, là. La pingrerie, l'hypocrisie, le mensonge. Je pense que le pire, alors l'hypocrisie, je suis commerciale, donc vous savez qu'il y a de l'hypocrisie partout. Donc faut faire avec. Ouais. Voilà. La flatterie aussi. Quel est le défaut? Celui pour lequel vous avez le plus d'indulgence. La timidité, je pense. La timidité. Ouais. C'est un défaut, la timidité? Je pense que ça peut être un trait de caractère. C'est un trait de caractère. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Ça peut être un défaut. Ça peut être un défaut pour soi. Ouais. Surtout dans mon métier, faut pas être trop timide. Vous êtes pas timide. Non. Je l'étais beaucoup avant. Ah bon? Ouais, c'est une façade, vous savez, des fois. J'étais timide au départ et puis après Mais en fait, on s'aperçoit, vous n'êtes pas une artiste, quoi que vous pourriez l'être, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des grands timides en réalité. Et qui, alors vous pratiquez pas un art, vous pratiquez un métier, puis vous passez à la télé quand même. On est obligé de... J'imagine quand même qu'il y a vous jouez des fois, même dans les émissions d'M6. Oui, on vous dit couper, on va reprendre. Et tu vas le faire plusieurs jouer, cocotte. Je sais comment ça se passe. Tu vas te réveiller, Sandra, ou je sais comment ça se passe. Avec les boulons à côté, Stéphane qui. Forcément, oui, il y a quelques reprises. On va pas dire que tout est du live, mais une grosse partie du premier trait quand même. Pingrerie, peut-être. La radinerie, enfin voilà. Mais moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Ouais, là, ça c'est vraiment. Quelqu'un qui a des oursins dans la poche, comme on dit, c'est pas. Alors c'est tout le contraire de moi, par contre. Mais par contre, ça, oui, ça peut me faire rire. Voilà. Après, je pense qu'on n'emmène pas tout dans le cercueil, donc il faut profiter. Le gars que vous invitez avec qui vous déjeunez dans un bouchon et qui part aux toilettes juste au moment de l'addition. Ou qui fait marche arrière au moment. Alors après, je trouve ça drôle. Je trouve ça pas méchant en soi parce que chacun a ses traits de caractère, mais ça peut muser à force. Voilà. La France est un pays globalement pessimiste, c'est un des pays les plus pessimistes du monde. Mais en général, pessimiste pour les autres, mais plutôt
optimiste pour soi, pour soi-même. Vous vous classez plutôt dans le clan des optimistes. Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Je pense que oui, il faut être optimiste dans la vie parce que sinon on se lève pas le matin. Pour l'avenir, je dirais qu'il y a pas mal de choses à changer malheureusement dans notre pays. Mais ce qui me rend optimiste, c'est que je vois les nouvelles générations arriver et que dans les nouvelles générations, il y a plein de jeunes qui ont vraiment envie. Et ça c'est motivant pour nous de faire en sorte de leur laisser des choses sympas, voilà. Après, je pense que on a un super pays, on a la chance d'être en France, vraiment. On est aidé, on est accompagné, voilà. Après, en tant que chef d'entreprise, on est un peu trop pressurisé, je le dis quand même, parce que financièrement, mais c'est vrai que j'aimerais juste qu'on nous donne plus la possibilité. Je vois, moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, j'aimerais plus donner à mes salariés, avoir la capacité de plus leur donner ou de pouvoir plus embaucher. Mais je peux pas parce que la masse salariale c'est compliqué à gérer dans une entreprise, surtout dans une PME comme la mienne. C'est dommage parce qu'en fait on pourrait tellement faire plus si on avait un tout petit peu plus les moyens en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise. Ça se joue pas à grand chose, mais il faudrait juste qu'on ait un peu moins de pression financière sur le salariat pour que je pense qu'on pourrait vraiment faire des choses extraordinaires. On a un vrai potentiel en fait. On est déjà au bout de notre interview. Eh ben, tant mieux, on sait qu'on a fait le tour de la question. Et j'aimerais juste vous dire qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que vous soyez heureuse dans les prochaines semaines et les prochains mois. Oh, bah écoutez, moi, si tout continue comme ça me va bien. Voilà. Eh ben, écoutez, continuez à nous ravir et voilà. J'espère que je vous retrouverai très rapidement sur les petits écrans pour continuer mes aventures immobilières. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Merci Sandra Véricel. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.